tout d'abord, on peut dire que l'accord de Paris a survécu à Donald Trump. Rappelons qu'en 2017, le président des États-Unis a choisi de se retirer de cet accord qui était universel. Donc le premier contributeur historique à la hausse des émissions ne faisait plus partie des pays engagés. Et à ce moment-là, les États-Unis ont certainement pensé qu'un certain nombre de pays allaient suivre, mais ça n'a pas été le cas. Ni le Brésil, ni les États du Golfe ont choisi de se retirer. Et donc c'est finalement une première grande victoire parce que le cadre multilatéral a tenu. Mais on peut dire que c'était une unité de façade parce que la majorité des pays n'ont en fait pas respecté l'esprit de l'accord de Paris. Ils n'ont pas engagé un renforcement de leurs ambitions, ils n'ont pas proposé de nouveaux engagements et donc ils n'ont pas réussi à combler l'écart avec une trajectoire d'émissions qui serait compatible avec la limite des 2 degrés ou des 1,5 degrés. En fait, seule l'Europe a proposé un nouvel objectif pour 2030 et elle était relativement isolée jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Maintenant, l'Amérique est de retour. Elle a proposé un nouvel engagement pour 2030 et ensuite, ça a permis de faire bouger les lignes dans un certain nombre de pays comme le Canada, le Japon ou encore la Corée. Et maintenant, à quelques mois de la COP26, la principale question, c'est de savoir si les autorités chinoises vont aussi faire évoluer leur position, parce que la Chine, jusqu'ici, a plutôt choisi de maintenir son engagement à un niveau stable, donc d'ici 2030, plafonner les émissions, sans avoir précisé à quel niveau. Et l'objectif maintenant des diplomaties américaines, européennes, ça va être d'amener la Chine à proposer des engagements beaucoup plus concrets, par exemple sur sa consommation de charbon au plan domestique et aussi sur le financement des projets, notamment énergie fossile, à l'étranger, par exemple dans l'initiative des nouvelles routes de la soie. Le climat est peut-être l'un des rares sujets ou le seul sujet sur lequel les États-Unis et la Chine se disent prêts à renouer le dialogue et donc mettre de côté leurs différends. Mais en fait, le potentiel de coopération entre les deux pays est assez limité parce que aujourd'hui, la bataille pour le climat, c'est aussi une bataille pour le leadership industriel qui va en quelque sorte opposer les grandes puissances commerciales, les États-Unis, la Chine, l'Europe et le Japon par exemple. Aujourd'hui s'impose l'idée que l'économie compétitive de demain, c'est une économie décarbonée et donc ceux qui en seront les grands gagnants, ce sera les pays qui sont parvenus à maîtriser les technologies vertes et les chaînes de valeur associées. Et en fait, dans ce domaine, la Chine a vraiment une longueur d'avance. Par exemple, sur le photovoltaïque, les batteries ou aussi l'accès aux matières premières minérales. Alors que les États-Unis vont être plutôt dans une stratégie de rattrapage. Il y a une prise de conscience, Joe Biden veut essayer de corriger l'écart et c'est vraiment l'objectif de son plan sur les infrastructures avec des montants significatifs de financement public qui seront alloués à la recherche et développement, à l'industrialisation pour créer de nouvelles opportunités sur le territoire américain. Alors c'est une bonne nouvelle du point de vue climatique, parce que de nouvelles industries, de nouveaux emplois vont émerger aux États-Unis et donc il y a aussi la perspective de faire bouger les intérêts, de convaincre l'opinion publique américaine qu'il y a un intérêt pour elle à poursuivre un engagement climatique qui soit peut-être plus pérenne, plus stable que ce qu'on a connu par le passé. Mais évidemment, la principale limite, c'est celle du protectionnisme vert, parce que si l'on en vient à une situation où on cloisonne les marchés régionaux, les États-Unis, l'Europe, la Chine, alors on risque aussi de freiner l'innovation. Et au global, la transition bas carbone, elle serait à la fois plus chère et aussi plus lente. Dans le paysage international, l'Europe fait figure d'exception. Elle a été pionnière en matière de préservation du climat. Elle a aujourd'hui la législation qui est à la fois la plus complète et la plus ambitieuse. Elle a par exemple un marché carbone depuis 2005. Elle a des normes sectorielles, par exemple pour les émissions des véhicules neufs ou encore la promotion des énergies renouvelables.
Et ces efforts, engagés depuis la fin des années 90, ont payé. Sur la période 1990-2019, les émissions territoriales de l'Union ont baissé de 23%, donc l'objectif officiel a été atteint, et il a même été dépassé. Mais pour 2030, l'Europe veut s'engager dans une transformation qui sera beaucoup plus profonde, beaucoup plus radicale, parce qu'elle vise une réduction nette de ces émissions, de cette fois-ci moins 55%. Donc pour l'horizon 2030 par rapport au niveau de 1990. Et donc il faudra maintenant élargir les efforts à tous les secteurs et pour chacun d'entre eux avoir des initiatives beaucoup plus ambitieuses. Donc pour y parvenir, l'Union européenne est en train de préparer une sorte de Big Bang législatif. 12 propositions de textes sont aujourd'hui en cours de négociation. Et tous les leviers vont en fait être mobilisés, donc la tarification du carbone, les normes et aussi des financements publics au travers des plans de relance pour aider à l'essor de technologies qui ne sont pas encore matures. Un premier impératif pour réussir ce pari va être de veiller à assurer une transition qui soit juste et donc prévoir des mesures d'accompagnement pour les secteurs qui connaîtront un déclin et pour les ménages les plus modestes. Et une autre condition d'acceptabilité, pour avoir un agenda ambitieux sur le plan domestique, ça va être d'interroger aussi la façon dont l'Union commerce avec le reste du monde et s'assurer d'un meilleur contrôle des émissions qui sont associées aux importations vers l'Union européenne. Donc ce sera tout l'enjeu de l'ajustement carbone aux frontières qui sera une première pierre à l'édifice pour mettre le commerce au service du climat. Et cette mesure sera vigoureusement débattue à la fois entre les États membres qui n'ont pas les mêmes intérêts et aussi avec les partenaires commerciaux de l'Union européenne.